Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Louise Lemire, ici à l'Université d'Ottawa, et je suis accompagnée de Myriam Baudry. Et donc, ça nous fait plaisir de partager avec vous le résumé de la subvention que nous avons reçue d'Environnement et Changement climatique Canada sur la perception et la communication de risques météorologiques en vue d'améliorer la préparation et la réponse. Donc, évidemment, d'une part, on remercie le ministère, et surtout ses membres qui nous ont soutenus et qui ont très bien collaboré, notamment l'équipe à Kelowna et à Montréal, ainsi qu'un groupe à l'UQAM avec qui on partageait en même temps des projets en parallèle. Et c'était très fructueux, ainsi qu'à l'école d'été de l'UQAM au début du projet. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter un aperçu du projet. C'était ensuite à une première subvention préliminaire qu'on avait eue. On avait pu vraiment bien établir pour Environnement Canada que, puisque la perception de risque influence les comportements, c'est ce qui fait que les gens réagissent ou non à des avertissements, et que ces comportements-là dépendent de ce que les gens comprennent et ressentent face à des messages, et que cela se joue non seulement au niveau individuel pour le public, mais aussi à un niveau plus collectif en termes de communautés qui se mobilisent face à des aléas ou des organisations qui se mobilisent. Donc, tout ça fait que si on veut se centrer sur la gestion du risque qui exige des actions, bien, il y a des aspects psychosociaux qui sont en jeu, notamment dans l'anticipation et dans la planification pour bien réagir aux événements météorologiques extrêmes qui risquent de se produire. Et donc, toutes ces étapes-là impliquent des volets de communication de risque, et c'était l'objectif du projet subventionné par Environnement et Changement climatique Canada. Donc, tester particulièrement les perceptions, recadrer les communications dans le but d'améliorer cette préparation, tant au niveau individuel qu'organisationnel, pour favoriser une mobilisation, une responsabilisation des gens face à l'information qui leur est transmise, et favoriser donc une collaboration pour une réponse collective adaptée et appropriée. Donc aujourd'hui, dans le rapport qu'on a soumis, et je pense qu'il a circulé à l'intérieur du ministère, il y avait 5 sections principales dans le rapport. La première, le cadre conceptuel, qu'on va revoir brièvement ensemble, décrire 4 études empiriques avec des données probantes sur les contenus comme tels de messages et une approche à une communication plus interactive, et vous amener vers la suite de ces travaux-là, à la fois au niveau d'une enquête nationale auprès de la population et sur des travaux qu'on fait en collaboration interorganisationnelle avec des partenaires. Donc, si on commence avec le cadre conceptuel sur qu'est-ce qui est en jeu dans la perception et la communication de risque, de façon traditionnelle, donc pour vous qui travaillez d'ailleurs avec le risque, généralement le risque est défini comme la probabilité d'avoir des aléas fois la probabilité des conséquences. Quand on est un expert, on a généralement plus un volet que l'autre qu'on prend en considération, et la façon traditionnelle, donc excusez que l'image est en anglais, même si le titre est en français. Donc, la vue traditionnelle, et particulièrement dans le cadre de la météorologie, est de se centrer sur la situation, sur l'aléa, et de la caractériser au maximum. Et c'est là que présentement l'essentiel de la communication se fait. Or, il faut maintenant réintégrer les aspects des effets vus du côté de la population et des interventions et des actions qu'eux doivent entreprendre en fonction de l'aléa que vous allez leur décrire. Et donc, nos travaux sont dans le carré assuré pour autant développer ce volet-là que le premier, puisqu'ils sont tous les deux très importants, et recentrés sur une approche liée à la population. Donc, c'est fondamentalement l'idée est de réconcilier l'estimation du risque, donc la vision d'expert, avec celle qu'on appelle généralement la perception de risque, qui est la vision du public par rapport aux mêmes aléas. Et alors que souvent on dit « Ah, mon Dieu, le public ne comprend pas,
n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils font quand même, c'est de comprendre que pour la partie qui reçoit l'information, c'est pas vraiment de la distorsion, c'est pas de la mauvaise volonté nécessairement, c'est que les priorités ne sont sans doute pas aux mêmes endroits, et alors que les experts sont centrés, axés sur le danger dans le sens de l'aléa, le public, lui, voit les risques davantage en termes des conséquences qu'ils auront à subir personnellement. Et donc, c'est de recentrer évaluation du risque pour les experts, c'est de l'estimation du risque. C'est ce qui correspond à la perception de risque chez le public, que qu'on a comme expert généralement d'avoir défini des seuils à partir de données probantes sur la tolérance au risque se traduit en acceptabilité du risque pour les personnes et les modes d'atténuation ou les contre-mesures qui sont souvent des solutions pour les experts qui vont porter sur les aléas. L'équivalent chez le public, c'est des comportements de risque ou des comportements de santé ou des comportements de préparation et généralement seront plus reliés aux conséquences. Chez les experts, le fondamental à comprendre sur le plan technique est la sophistication de la probabilité de l'estimation d'erreurs ou d'incertitude ou de prévisibilité, alors que chez le public, c'est la signification de l'événement qui risque de se produire, mais très centré sur les conséquences pour eux. Donc, pour eux, ce serait davantage de savoir est-ce que mon sous-sol risque d'être inondé, plutôt que de savoir est-ce qu'il y aura 20 mm de pluie ou 50 mm de pluie à l'heure. Et ce paradigme-là change le cadre de référence dans le sens où il implique de traduire l'information d'estimation en termes de signification pour le public qu'on voudrait convaincre. Et donc, c'est là où il y a le plus grand changement de rôle ou de paradigme ou extension du rôle dans celui de traduction dans une métrique auquel les gens sont sensibles, puisque le but commun est de veiller au bien et à la protection du public en général. Par ailleurs, de surplus, il faut savoir qu'à la fois, quand on parle des conséquences, elles sont certes au niveau individuel, mais elles sont aussi multiniveaux. Elles touchent le collectif, elles touchent les organisations, tant dans les conséquences que dans les futures actions. Il y a des choses que les gens devront faire individuellement. Et c'est pour ça qu'on met ça dans un modèle d'écologie sociale où vous avez le spectre de tous les paliers individuels, c'est assez clair, donc il dépend du vécu, de la scolarité, de l'expérience passée des gens. Le microsystème qui définit surtout la famille et la maisonnée, les amis qui ont un grand rôle d'influence et qui sont les premières sources d'information immédiates, qui vont valider les choix de comportement, l'ensemble du voisinage ou de la communauté dans ce qu'on appelle le mésosystème, et également les paliers gouvernementaux, le rôle des médias autour de l'exosystème, et là, en général, le contexte canadien définit quand même pourquoi les types de communication qu'on fera au Canada doivent se différencier un peu de ce qu'on peut faire en France ou aux États-Unis. Il y a quand même des éléments macro-culturels distincts. Et tout ça est filtré dans ce qu'on comprend. Donc, vous avez le disque intra-individuel des connaissances, des croyances, des perceptions, et le filtre individuel de qu'est-ce qui nous fait passer à l'acte dans nos comportements, quels sont les déclencheurs ou les leviers qui vont nous amener à faire effectivement une préparation individuelle, excusez la faute de français, ELLE, et la préparation collective au niveau des organisations. Donc, c'est essayer de se souvenir de l'ensemble de ces modèles-là qu'on cherche à faire. Le troisième pilier de notre cadre conceptuel sur le risque, c'est de le situer dans le temps. Alors, normalement, les mesures de réaction aux aléas météorologiques et dans les cas extrêmes, particulièrement dans les urgences, dans les catastrophes, sont situées à ce qu'on appelle T0. Au zéro, c'est au moment de l'impact,
Et là, les mesures sont urgentes. Et ce qu'on essaie de développer, c'est de la communication antérieure, donc en amont du besoin de réagir immédiatement et de se mettre en mode de coordination pour développer quelles sont les bases d'information et de signification qu'il aura fallu avoir transmis pour que les gens nous suivent dans nos indications de suggestion de comportement. Donc, ça met l'évidence sur le rôle de la communication à -1. Donc, déjà, quand on commence à voir les prévisions météorologiques sévères, mais même à -2, quand on commence à se lier ensemble pour dire que sécurité publique, santé publique devraient se mobiliser face à un été ou à un hiver particulièrement difficile, et même en amont de tout ça quand on planifie ses opérations comme ministère. Une dimension liée au temps est celui de l'incertitude, donc comment communiquer l'incertitude pour qu'elle soit le plus valable, et cela reposera sur la confiance qui aura dû être bâtie en amont de façon à ce qu'elle soit efficace et rapide à T0. Ces trois piliers-là vont donc nous amener à nous donner les leviers de base pour articuler le lien entre perception de risque et estimation du risque par les experts, de façon à bien les mettre en jeu et à comprendre certains des fonctionnements de base au niveau psychologique, le lien qu'il y a entre l'évaluation cognitive de ce qu'on sait, mais l'évaluation affective, ce qui fait qu'on va prendre plus soin de nos photos dans le sous-sol qu'on prendrait soin des berges qui sont devant notre maison. Comment les probabilités sont perçues, c'est ce qu'on appelle l'heuristique, donc comment on comprend rapidement des chiffres ou des probabilités. Quelle est notre représentation mentale de comment se déroule la météo, la prévision ou les mesures d'urgence, et le cadre de la confiance, de l'éthique, du rôle du gouvernement pour protéger les gens. Donc, tout ça va faire que ça va modifier notre façon de comprendre la perception de risque et donc la communication, parce que de fait, les gens, nos travaux antérieurs montrent très bien, c'est établi dans la littérature, que de fait, les gens distinguent probabilité et sévérité. Ils comprennent quand même assez bien que des choses rares peuvent avoir beaucoup d'impact, mais vont se dire « Ah non, je vais choisir que c'est peu probable et pas m'y préparer ». Mais que pour s'y préparer, un des ingrédients essentiels, c'est d'avoir le sentiment qu'on peut faire quelque chose, qu'on a un certain contrôle ou une certaine maîtrise sur la résolution de problèmes et que pour ça, ça va impliquer qu'on les aide à comprendre la situation et qu'on leur donne des habiletés minimales pour que de fait, ils exercent le contrôle qui est à leur portée. Et comment gérer l'incertitude, c'est toujours une grande difficulté en sciences et encore plus dans les sciences météorologiques et atmosphériques. On va en parler un petit peu plus loin. Et c'est là où la confiance est le plus importante et comment on peut présenter le rôle de l'incertitude comme une habilitation plutôt que de s'en excuser comme si c'était une erreur. Donc, démontrer que l'incertitude est en fait bienveillante, elle est pour prévenir plus à l'avance et être sûr que les mesures d'urgence seront mises en disponibilité au cas où effectivement le risque devienne avéré. Et donc, à partir de ce cadre-là, je peux vous présenter certains éléments de données probantes qu'on a développés pour Environnement Canada et Changement climatique Canada dans le cadre de ce projet-ci. Donc, on a fait des travaux directement sur des contenus de messages. Donc, ce qu'on a fait, c'était élaborer un devis de recherche qui est ce qu'on appelle un 2 par 3 par 2. Donc, pour deux types d'événements qu'on a choisis parce qu'ils étaient les plus salients pour Environnement Canada et aussi dans la littérature, les vagues de chaleur extrêmes et les crues soudaines. Donc, on a manipulé des vignettes dans lesquelles on changeait le type d'information. Donc, soit c'était un message neutre comme groupe contrôle de niveau de base, soit le message était centré sur la caractérisation de l'événement météorologique, soit sur ses conséquences, et on présentait ou pas
une suggestion de comportement approprié, de préparation ou un élément neutre. Donc, vous avez le détail de toutes les étapes. Donc, et on l'a fait en français et en anglais. Les gens, c'était de la recherche, donc avec le comité d'éthique, donc les gens exprimaient leur consentement. Et vous avez les deux trames pour les deux types d'événements de ce qui était présenté aux gens. Vous avez un peu plus de détails dans le rapport où vous pouvez communiquer avec nous si vous voulez plus d'informations. Les résultats les plus importants là-dessus, cette diapo-ci montre sur l'impact sur la perception du risque. Et vous voyez que les courbes ont une pointe vis-à-vis l'aléa. Donc, quand les capsules ou les vignettes décrivaient la caractérisation de l'aléa, oui, il y a une augmentation de la perception du risque et aussi quand on parle des conséquences. La différence est plus marquée ici sur l'aléa, mais dans les deux cas, aléa ou conséquence, c'est plus élevé qu'une condition neutre. Donc, de parler d'un événement météorologique, oui, va augmenter la perception de risque des gens. Cependant, le résultat le plus essentiel est celui sur la diapo d'après, l'impact sur la préparation des gens. Et ici, c'est de porter attention à l'écart entre les courbes vertes et bleues, de savoir que quand on suggère un comportement approprié, les gens vont... c'est-à-dire quand cette diapositive, je voulais plutôt insister sur le fait que quand on présente les conséquences, donc le troisième point sur chacune des droites, c'est là qu'on réussit le plus à augmenter la préparation des gens. Donc, les gens vont dire que, ah oui, ils vont se faire un scénario, s'ils pensent que ça peut avoir une atteinte à leur personne ou à leur bien, c'est là qu'ils vont agir le plus. Et ces résultats-là, on les retrouve aussi dans d'autres domaines de santé où le message important est augmenter seulement la perception de risque. Il se peut qu'il arrive quelque chose de grave, n'est pas suffisant. On l'entend pour le cancer, pour fumer, pour les maladies transmises sexuellement. Il faut rapprocher la conséquence des gens ou des partenaires, des clients, pour bien sentir l'impact sur le désir de se préparer à y faire face. Dans la même série, on a aussi poursuivi un genre de schème de recherche similaire avec d'autres aspects sur la terminologie qui est utilisée présentement par Environnement Canada et les différences entre l'anglais et le français notamment. Ici, ce que vous voyez, alors d'une part, on voit que pour les deux langues, anglais et français, en fait, il n'y a aucune différence dans la perception de risque, ni dans la préparation, ni dans la vigilance, que l'avis dise qu'il s'agisse d'un avis météo, d'une veille météo ou d'un avertissement météo. Donc, présentement, le constat est que la grille principale utilisée par Environnement et Changement climatique Canada, qui est très bien maîtrisée par vos gens, chez le public, ils entendent régulièrement le mot veille ou avertissement pour d'autres choses. Et donc, le point le plus imminent, en fait, est perçu plus comme on voit tout le temps des triangles jaune-orange pour toutes sortes de choses dans nos voitures. Et l'imminence du risque n'est pas comprise par les gens. Plus encore, on voit qu'en français, le terme « veille » a l'effet contraire par rapport à avis et même par rapport à avertissement. Et on a fait donc un suivi ensuite plus qualitatif, et c'est que les gens comprennent par veille, je peux prendre la route aujourd'hui parce qu'on est la veille de l'événement, donc c'est le bon temps d'y aller pour ne pas me faire prendre dans la tempête. Donc c'est plus veille du jour de l'an, veille de Noël qui est compris que c'est imminent et que vous devriez commencer à ramasser vos meubles de parterre sur le terrain. Donc, c'est une bonne indication ici d'un défi dans ce qui est compris par les gens, et ça amène à dire qu'il faudrait toujours plus pré-tester les messages auprès d'une population diversifiée avant de le faire. De la même façon, on a aussi, ensuite, un peu sur le modèle de Météo France, couplé les avertissements et les ancrages habituellement avec des couleurs.
Et on voit qu'en fait, du moins en anglais, il n'y a pas vraiment d'amélioration notable à différencier davantage veille et avertissement en anglais quand on ajoute un code de couleur. Bon, somme toute, quand même, on a une indication que l'orangé est perçu comme plus sévère que le jaune, mais les trois ancrages ne gagnent pas. La terminologie comme telle n'a pas gagné vraiment en efficacité, simplement en la couplant avec la couleur. En français, on a des messages, ça aide un peu à distinguer veille, mais en même temps, on a un effet contradictoire entre avis et veille, où là, l'avis est perçu plus sévère que la veille. Donc, encore là, il y a besoin d'un peu plus de travaux et d'effets de pré-testing, de pilote avec les gens pour voir comment la terminologie pourrait vraiment être utile. Est-ce qu'un seul code de couleur ne serait pas suffisant ou de changer les ancrages pour que les gens comprennent davantage? Et ce qu'on suggérera, ce sera, s'il y a une révision de ça, c'est de les coupler davantage avec des conséquences en plus pour comprendre. Et, tel que nous le verrons plus loin, ici, on voit, quand on le couple avec des conséquences dans le message, c'est la distinction entre les deux lignes. Donc, vous voyez que la ligne violet est toujours significativement plus élevée que la ligne grise. Donc, si le message contient des éléments de conséquence, tous les types d'alertes seront plus efficaces. Et là, on voit qu'avertissement même se dégage parce que ça colle à la réalité des gens. De la même façon, je pensais que j'en avais une autre, excusez-moi. Et ça nous a amené ensuite à aller voir, à aussi un autre type. Donc là, je vous parlais surtout de la communication avec le public. On voulait aussi avoir un volet de communication interorganisationnelle pour voir quels sont des mécanismes, presque des trucs de communication plus efficaces des risques entre des gens qui viennent de différentes organisations. Alors, on a utilisé un devis qu'on avait déjà utilisé en préparation contre des incidents qui pourraient être à caractère terroriste, en faisant ce qu'on appelle une simulation in vivo, c'est-à-dire des équipes de professionnels reliées à la sécurité publique. Donc, il y en avait qui étaient directement du ministère de la Sécurité publique. On avait des militaires, des gens de santé publique, et des organisations bénévoles sans but lucratif qui étaient amenées en laboratoire, regrouper 3 personnes des triades distinctes, puis on avait des groupes de comparaison où c'était des gens de la même profession ensemble, avec un système de vidéoconférence et un scénario, et on les faisait travailler soit en équipe homogène, soit en équipe mixte interprofessionnelle, avec la tâche de soit élaborer des priorités pour des messages publics ou une autre tâche de contrôle sur la sécurité de leurs travailleurs. Et on examinait leur comportement de communication, leur rapport subjectif, est-ce qu'ils avaient aimé le travail et leurs collègues, et également la performance telle qu'évaluée par un panel d'experts. Ce que ça nous a montré ici, donc, il y a eu beaucoup de... c'est un des volets des résultats sur la codification. Et ici, on a les résultats entre les gens qui, en vert pâle, qui n'ont pas été très satisfaits des résultats de leur tâche, comparativement en vert foncé à ceux qui étaient très satisfaits. Et deux éléments qui se distinguaient dans les équipes interprofessionnelles étaient celles qui posaient plus de questions, mais surprenamment, celles qui vérifiaient moins si les autres avaient compris. Cependant, et je vais revenir pour le discuter, par rapport à la performance des équipes telles que jugées par des juges externes, ceux qui vérifiaient la compréhension avaient une meilleure performance, et ceux qui énonçaient explicitement qu'ils s'étaient entendus
avaient une performance meilleure. Donc, de ces messages-là, de cette étude-là et de résultats, il y a un peu plus de résultats que juste les 2 diapos que je vous ai choisis pour cette présentation-ci. Ça démontrait, si je fais la suite dans la partie du bas de la diapo présentement, dans les équipes interprofessionnelles, ça veut dire que vérifier explicitement la compréhension avec des partenaires interprofessionnels, donc soit des clients ou d'autres partenaires, améliore la performance de l'équipe. Confirmer explicitement qu'on se comprend, généralement parce qu'on utilise les terminologies de façon différente, améliore la performance. Poser des questions. Et donc, ça ici, ça montre, c'est centré sur la performance objective et c'est presque en tension avec le sentiment de satisfaction. Si vous avez travaillé avec des équipes interprofessionnelles, vous savez que souvent, on trouve ça frustrant ou on trouve que ça prend plus de temps et on est très centré comme indicateur, comme professionnel, avec est-ce qu'on a été satisfait. Il faut se rendre compte que la performance est peu corrélée avec la performance et que la satisfaction, elle va s'accroître avec le fait de poser des questions quand on est en cadre interprofessionnel, mais pas quand on parle entre nous. Donc, vérifier la compréhension quand on est à l'intérieur de notre ministère avec des experts de notre sorte a l'air de créer des tensions, alors qu'au contraire, développer ces habitudes-là quand on parle à des gens d'une autre sorte, ça, c'est favorable. Et donc, il y a des effets variés selon le type d'équipe et que ces comportements-là peuvent s'apprendre et qu'en fait, en interprofessionnel, les divergences d'opinion et la frustration ne sont pas liées à la performance ni à la confiance qu'on fait au pedigree de l'autre participant. Ce qui est un indicateur de confiance, en fait, c'est d'autres résultats qu'on a, est lié à l'engagement dans la tâche et le sentiment, l'impression de bienveillance. Quand on est convaincu que l'autre veut aussi le but de protéger les citoyens ou l'infrastructure, on accorde alors plus de confiance à la compétence de l'autre personne. Notre message était donc aussi, en résumé des premières études, là, sur le fait que décrire les conséquences va augmenter la préparation et suggérer des mesures d'adaptation va améliorer aussi la préparation. Et vous avez les 2 autres résumés, je pense que j'avais insisté suffisamment dans ce cadre-là. Et donc, ça nous amène à dire que le cadre conceptuel amélioré qu'on souhaite proposer, c'est de mettre davantage l'accent sur le segment de population ou de personnes qui est visé par le message, donc de ramener le bleu de population en début de paradigme de communication de risque et de mettre aussi plus d'emphase sur l'impact ou les conséquences et de les différencier. Donc ici, vous avez un graphique résumé qui dit Tier 1, Tier 2, Tier 3. C'est pour distinguer les effets immédiats sur la personne, les effets de service. La mauvaise température va couper les lignes électriques, va enlever l'accès à certains bureaux ou services gouvernementaux. Et quand Tier 3, c'est quand ça touche à la crédibilité des institutions comme telles ou du rôle du gouvernement de façon plus globale. Donc, de prendre le bleu différencié, le rouge différencié pour le travailler davantage dans la conception qu'on a de ce qu'est la communication de risque, bien au-delà de simplement transférer de l'information. La suite de cela va nous amener à 2 prochaines grandes étapes de recherche. D'une part, comme on a déjà fait avec l'équipe, certains d'entre vous peuvent connaître Daniel Krusky. Donc, on a fait depuis 1992 une série d'enquêtes nationales auprès des Canadiens représentatives sur les différentes perceptions de risque, qui autrefois étaient plus centrées sur la perception des risques de santé. Dans notre équipe, depuis 2002, on a ajouté les risques de terrorisme et autres événements majeurs, et on inclut maintenant davantage de choses sur les risques météo, et on veut inclure aussi les changements climatiques pour la prochaine itération en 2018. Donc, ça nous donnera des données sur le public.
alors que, de façon parallèle, la thèse de doctorat de Myriam veut travailler davantage la collaboration interorganisationnelle dans la planification et l'adaptation aux réductions de risques. Et donc, dans ce cadre-là, elle va prendre quelques minutes pour vous présenter la suite des travaux qui étaient impliqués. Donc, bonjour. Comme Louise l'a dit, je m'appelle Myriam Baudry, je suis étudiante au doctorat. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui de mon projet doctoral, de ce qu'on propose. Donc, dans les désastres, les catastrophes naturelles, comme plusieurs autres problèmes publics, sont des problématiques complexes qui requièrent la collaboration entre des parties prenantes hétérogènes venant de différents niveaux de gouvernement, de différents secteurs d'activité, puis aussi de différents domaines professionnels. Donc, ça veut dire que la réduction des risques de catastrophes requiert la collaboration et la communication entre personnes qui peuvent avoir des opinions très divergentes sur les désastres, les solutions possibles et même la collaboration. Puis ceci implique de gérer des questions de problèmes de confiance, de frustration et même d'incertitude. Donc, notre recherche est en psychologie sociale et organisationnelle pour essayer de comprendre les défis que la situation interprofessionnelle de communication, de planification, de prise de décision. Donc, quels sont les défis et qu'est-ce qui peut être fait pour aider les experts à mieux communiquer ensemble, en particulier dans le contexte de la gestion des risques de désastre. Ce que la recherche nous dit, c'est qu'en contexte interprofessionnel, quand on a des représentations différentes, ceci peut avoir un impact soit négatif ou positif sur la qualité des décisions qui sont prises. Donc, positif quand les intervenants arrivent à intégrer leurs différentes expertises pour mieux comprendre le problème en profondeur et donc arriver à des meilleures décisions, mais négatif quand il peut y avoir des malentendus et des désaccords qu'on arrive mal à gérer et qui peuvent entraver la qualité de la collaboration. Donc, ensuite, sur le plan du développement des relations de collaboration, pour avoir des collaborations qui sont viables à long terme, on remarque que la présence de représentations différentes peut avoir un impact soit neutre ou négatif sur les relations. Par exemple, quand des désaccords ou des conflits sur la tâche se développent en conflit entre personnes ou entre organisations. La prochaine question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut être fait donc pour faciliter la collaboration interprofessionnelle? Puis un élément qu'on observe, c'est que la compréhension mutuelle entre les gens peut aider à amener une dynamique efficace de communication et de collaboration. Si les gens comprennent leurs perspectives divergentes, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est une première étape pour pouvoir mieux les intégrer et mieux communiquer. Et ensuite, ce qui peut aider à la compréhension mutuelle, c'est les comportements précis de communication, comment les gens interagissent pour pouvoir développer cette compréhension puis intégrer leurs perspectives. C'est sur la base de ce modèle qu'on propose pour excusez-moi, il y a eu un problème ici. On propose pour ma thèse 3 études. La première est basée sur des entrevues qui vont documenter les représentations de la planification et la collaboration pour la réduction des risques de catastrophes au sein de ministères fédéraux qui ont des mandats liés à la réduction des risques de catastrophes. Donc, c'est une étude d'entrevue. La deuxième étude va poursuivre l'analyse des données de simulation que Louise vient de vous présenter pour encore mieux comprendre les comportements de communication associés à la performance et au développement des relations de collaboration dans des situations interprofessionnelles. Et enfin, une troisième étude qui va développer et tester une formation pour essayer de favoriser le succès de la collaboration dans des tâches de planification liées à la gestion des risques de désastre. Donc, en résumé, étant donné que la collaboration est nécessaire pour des problèmes complexes, mais que la collaboration elle-même peut être une entreprise complexe, on veut développer des outils qui peuvent permettre aux experts de s'outiller pour maximiser leur capacité à intégrer leur expertise avec celle d'autres professionnels, pour que leur expertise soit prise en compte au maximum pour informer la qualité des décisions liées à la réduction des risques de désastre. Donc, l'objectif, c'est vraiment développer des formations et des outils concrets pour favoriser la communication puis la collaboration interorganisationnelle. Donc, je vais repasser le micro à Louise.
Donc, en conclusion, c'est ce qu'on voulait vous présenter puis échanger avec vous pour voir la pertinence et votre intérêt dans ces travaux-là et est-ce qu'on peut continuer d'une part de vous appuyer, d'autre part de collaborer en termes de recherche. Donc, le projet, somme toute, de 3 ans triennal qu'on a fait avec Environnement Canada nous a développé plusieurs moyens pour augmenter l'efficacité des messages, démontrer qu'il faut les pré-tester, un peu reviser le cadre de référence général et développer des stratégies autant par rapport au public que par rapport à des partenaires ou des clients. Et notamment donc en suggérant des actions appropriées, des conséquences, soulever la gravité, mais en lien avec l'impact plutôt que la gravité de l'aléa, mais la gravité des conséquences, différencier les publics cibles, notamment les francophones et les anglophones. Je peux souligner aussi au passage qu'on a eu une autre thèse de doctorat de Angie Young qui a porté sur la perception de la communication de risque auprès des immigrants. Et donc, elle avait d'ailleurs présenté au Congrès à Montréal il y a quelques années. Elle vient de terminer sa thèse. Nous avons donc maintenant Dr. Young qui va continuer dans le laboratoire ici à travailler pour les 2 prochaines années. Et donc, de continuer de tester des messages et des interventions dans ce sens-là. Et donc, on souhaite continuer nos travaux sur les perceptions et les stratégies de communication et donc de collaboration avec différents paliers gouvernementaux ou différents secteurs du gouvernement fédéral dans sa grande mission de réduction des risques et d'adaptation, notamment au changement climatique. Alors, ça complète la présentation. Vous avez de l'information supplémentaire sur notre site Web. Vous avez sous publication un ensemble de toutes les publications de mon laboratoire, donc ne sont pas toutes en environnement ou en communication de risque, mais sur les articles scientifiques revus par les pairs. Mais cependant, les rapports n'y sont pas. La version plus conviviale de ce type de présentation-là, vous l'avez dans le livre auquel on a collaboré avec l'équipe de Montréal, de Motulski et Guindon, qui est disponible aux presses de l'Université du Québec et en vente sur Amazon. On a un chapitre dans ce cadre-là. Aussi, dans le cadre des travaux qu'on veut continuer, on aimerait savoir si ça vous intéresse et si vous souhaitiez même participer. Et donc, si vous avez de l'intérêt à être un volontaire bénévole, soit pour des entrevues, soit pour tester les formations pilotes, je vous invite à m'écrire louise.lemire, @uottawa.ca. Et on commencera sans doute les entrevues en début d'hiver et probablement des sessions de formation printemps, été par webinaire. Et tous les gens qui sont intéressés ou qui ont une perspective particulière, nous sommes intéressés à vous entendre là-dessus. Mais la première étape de ça, c'est de passer aux questions directement avec vous. Et donc, Chantal, si vous voulez reprendre le contrôle du WebEx. Je vais vous laisser le contrôle pour l'instant parce que si vous avez besoin de revenir sur des diapositives. Mais merci beaucoup à vous, Mme Lemire, puis Mme Baudry pour cette excellente présentation. Puis c'est ça, on va débuter la période de questions. Donc, je vais passer à David Desgardins de GMC. Vas-y, David. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation très, très intéressante au demeurant. J'avais une question, c'est que vous avez utilisé un petit peu donc le code couleur que vous l'avez associé à Météo France. Je dirais la petite chose qui me chicote, c'est que le code couleur de Météo France est lié à l'impact et non pas au type d'avertissement ou au type de message. Et en effet, selon la couleur que je vois dans la façon où la question est posée, un petit peu avec avis et puis watch et puis veille et puis avertissement, ça me donnait plus l'impression d'être un petit peu un line-up d'une piste de Formule 1 avec feu vert, feu jaune, feu rouge pour pouvoir démarrer. Ce qui n'est pas le message de Environnement Canada, de Météo France à ce moment-là. La façon dont elle est présentée là, ça ressemble plus à ce que fait le système américain, qui essaye un code couleur en fonction du type de message, pas en fonction du type de l'impact.
Oui, vous avez tout à fait raison, en fait. Donc, je voulais souligner que simplement que dans les travaux conjoints, le partage qu'on a fait avec Météo France, on était influencé par l'intérêt dans leur cadre de vigilance de développer des messages couleurs pour lesquels on avait vu un intérêt à Environnement Canada. Et on essayait de voir si, parce que je pense que pour le Canada, développer un système tout à fait parallèle et analogue à Météo France n'était pas dans les cartons tels quels. Et donc de savoir si, à travers quelque chose de semblable, il pouvait y avoir une avenue qui serait mieux que la simple terminologie. Donc, en effet, là, je suis tout à fait d'accord que je ne rendais certainement pas justice à la sophistication du système de vigilance à Météo France. OK. Merci beaucoup. Parce que c'est intéressant. Personnellement, donc, je travaille pour le Centre météorologique interarmées. Et donc, on travaille également avec des prévisions sur lesquelles on va appliquer des filtres pour faire des impacts sur les opérations des militaires. Et donc, on se rapproche beaucoup donc de la notion, un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de donner un scénario météo ou de ce qui se passe, mais on donne également quelles sont les conséquences sur les opérations. Et donc là, il est vrai que la notion d'une matrice, comme le fait, on va dire, Météo France, en fonction de l'intensité de l'événement, qui aura une intensité différente sur l'impact, ou la méthode britannique avec la matrice. Donc on associe l'incertitude et le risque d'impact. Apparemment, c'est un genre de message qui, nous, du côté des militaires, est très apprécié apparemment. Oui. Oui. Mais il manque la troisième dimension sur celle de... et je pense que c'est toujours à la limite des mandats des organisations. Donc, c'est pour ça que c'est des questions plus conceptuelles et de mandat, à savoir la limite des suggestions de comportements appropriés ou d'actions appropriées, au-delà des conséquences. Donc, je sais que Météo France aussi est dans ce dilemme-là, et les matrices à deux dimensions de la même façon, comparativement dans le domaine de la sécurité publique, par rapport à une matrice tridimensionnelle où on commencerait à aider les gens à évaluer quel est le coût d'une action de préparation ou d'atténuation, eu égard à la probabilité et sévérité de l'impact. Tout à fait. Donc, c'est d'amener dans la communication cette gymnastique d'équilibrer les différentes considérations. Ça tombe vraiment bien. Enfin, je pense que je vais reprendre contact avec vous parce qu'on envisage également une matrice tridimensionnelle et qui tient compte en fait de la rareté de l'événement selon la saison. Oui. Donc en fait, les impacts sont rehaussés s'il est plus, on va dire, si c'est un épisode d'une extrême rareté, qui peut avoir donc des impacts particuliers comparativement à de la météo de saison qui ont peut-être un potentiel d'impact, mais moindre parce que l'environnement est plus prêt à le recevoir. Oui, tout à fait. Donc, oui. Et c'est la problématique sur laquelle je travaillais de façon parallèle parce que sur les événements soit terroristes ou violents extrêmes, les probabilités sont faibles. Et par rapport au public, généralement, en tout cas au Canada et il y a quelques années, au cœur de ces travaux-là, la présomption que les gens ne pouvaient pas distinguer suffisamment probabilité fois sévérité. Or, nos travaux auprès du public dans la perception de risque montrent que les gens savent distinguer les choses graves peu fréquentes, des choses moins graves mais plus fréquentes. Et donc, il y a en fait chez le public plus de subtilité que ce qu'on leur prête, mais on ne pesait pas, si on peut dire, sur le bon bouton, sur le bon levier pour leur présenter les combinatoires possibles en expliquant mieux l'incertitude. C'est peut-être la chose que je n'ai pas vraiment eu le temps de présenter là-dessus, mais à cause un peu du paradigme scientifique et surtout médical à travers les derniers siècles en milieu occidental,
on essaie, et les rôles des gouvernements, de dire qu'on prend en charge, on veut protéger, on sait, fiez-vous à nous. On a arrêté un peu de traduire notre incertitude pensant que ça allait miner notre crédibilité ou que ça allait être une erreur. Donc, on a vu ça aussi dans les médias quand la tempête ne passe pas à New York mais passe un peu plus au nord. Ça a été joué comme une erreur alors que des messages auraient pu contribuer à dire, et on l'a fait un peu plus dans le cadre des ouragans récemment en Floride, à, dès le point de départ, montrer des créneaux, donc des corridors probables, à l'avance dire il n'y a plus d'un modèle, mais étant donné que ce sera grave, si ça arrive, vaut mieux se préparer et ramasser ses meubles de par terre, parce que le coût de ce comportement-là et de se préparer et évacuer est moindre que si on se fait prendre trop tard à apprendre que c'est imminent et grave. Donc, cette éducation-là et ce rôle à travers la bienveillance de traduire l'incertitude, et j'ai une autre étudiante de doctorat qui a fait des vignettes semblables dans le cadre à la fois de contamination qui pourrait être terroriste. Et on a testé différentes façons que des experts pouvaient traduire l'incertitude qui est inhérente aux travaux scientifiques, donc on ne le sait pas encore. Quand on explique la source de l'incertitude, on peut maintenir la confiance, maintenir l'habilitation et maintenir l'adhésion à la source du message. Et ça, c'est des travaux qui, je pense, dans le cadre notamment des changements climatiques, est très important à développer dans les années à venir. Merci beaucoup. J'ai une dernière question qui tombe sur ce sujet-là. On entend beaucoup finalement, on va parler on parle de l'incertitude des prévisions, l'incertitude des scénarios qu'on va donner. Météo France utilise un vocabulaire différent et ils parlent d'un indice de confiance. Est-ce que la population réagit différemment quand on parle d'un degré d'incertitude sur un scénario ou d'un indice de confiance sur un scénario? Oui. J'avais discuté un peu avec Météo France là-dessus, et puis il y a sans doute des différences un peu culturelles liées à l'indice de confiance. Généralement, en tout cas, nous, dans nos travaux, la confiance a été utilisée par rapport à la confiance aux individus ou aux experts qui sont en interaction, plutôt que celui de la variation. Donc, soit de l'écart type, de la variance et de l'intervalle de confiance, comme on a au sens statistique du terme de lycée, qui, pour distinguer soit le bruit, l'erreur, l'inconnu, et le distinguer de la relation interpersonnelle ainsi que de la crédibilité professionnelle, à dire c'est au meilleur de ma connaissance que je vous dis que je ne sais pas précisément où il y aura un événement. Et donc, on essaie de limiter l'utilisation du mot confiance à celui de cette dimension sociale plutôt que celle et la distinguer des données. D'accord. Alors, je ne sais pas si là, en France, la terminologie, ou c'est plus dans l'habitude d'utiliser le mot confiance à travers les deux domaines. Mais je pense que c'est utile de distinguer l'état de la connaissance de l'état de la bienveillance des gens ou des experts. Okay. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi, David. Il y a une autre question qui nous vient de Sébastien Chouinard. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord. En fait, j'avais une question par rapport, visiblement, il y avait, la nature de l'impact, la nature de l'événement est pratiquement aussi important que l'impact. Puis donc, environnement, en fait, le service météo ont pris ce virage-là il y a quelques années parce qu'on parle d'impact dans nos bulletins d'avertissement maintenant. Mais est-ce qu'il y a une longueur maximale quand on parle d'impact au niveau du texte, où on perd les gens à un moment donné, où à un moment donné, trop, ça devient comme pas assez, puis là, on perd notre auditoire, puis que
ça devient un peu... il n'y a plus d'effet à ça? Oui. Oui, certainement, en tout cas, selon les écrits qui existent là, en matière de messages, de communication de masse. Donc oui, les messages doivent rester simples, de préférence être illustrés, et ça suggère qu'il faut avoir une panoplie de messages. Donc, plusieurs petits messages seront plus efficaces qu'un grand, long message détaillé. Et donc, d'avoir un petit inventaire de différentes stratégies, de différentes illustrations des impacts et de les avoir associés à des segments de population. Donc, parfois, le véhicule ne permet pas de segmenter parce qu'on est sur le web, mais dans d'autres cas, on peut segmenter son message parce qu'on est dans une station radio rurale plutôt qu'urbaine, où on est à Toronto, où on sait qu'on a 50% de gens d'origine ethnique distincte. Donc, parfois, on peut jouer avec son répertoire et c'est surtout de les avoir prêts, ces scénarios-là, un peu à l'avance et de les avoir pré-testés. Donc, effectivement, là, on ne peut pas aller nécessairement dans le détail et c'est de les présenter comme étant simplement des illustrations d'un cas de figure parce que c'est presque... c'est factoriel le nombre de scénarios, de conséquences qu'on pourrait avoir. Donc, vous avez raison. Il faut donc faire des études aussi sur les messages optimaux. Vous avez raison. Parfait, merci. Bien, merci. Alors, j'ai toujours une main levée pour Climate Region. Bonjour, c'est Joanne 5 une question, il y avait une des pages, il y avait les bâtir la confiance, établir la confiance, puis renforcer, je pense, la confiance. Puis, renforcer la confiance, suite à un événement, l'événement se déroule, on a eu une tempête de neige dans les derniers jours dans la région de Québec, la région de Montréal. La partie renforcer la confiance, c'est de revenir sur l'événement, puis... Oui, tout à fait. Donc, c'est donc d'asseoir la communication dans une relation long terme, dans une relation durable, où on peut revenir, et puis on sait sur d'autres travaux qu'admettre des erreurs en les expliquant, donc quand ils n'ont pas été faites de mauvaise foi, renforce la confiance. Même quand c'est des organisations, des autorités, comme on appelle le gouvernemental, et d'expliquer soit les choix décisionnels qui ont été faits à ce moment-là et de revenir. Donc, parce que finalement, il y a eu tel autre un courant qui a fait que la bande de mauvaise température a eu lieu sur une région plutôt qu'une autre, ou plus tôt ou plus tard, ou pas aussi sévère, et qu'on avait lancé l'alerte parce qu'on pensait qu'il valait mieux avoir prévenu et que les gens s'y préparent que l'inverse qui aurait été bien pire. Revenir sur cela augmenterait beaucoup la confiance et c'est certainement ce qui a manqué, à mon avis, dans certains contextes de scénarios d'inondation au printemps dernier, parce que bon, les médias ont pris évidemment une autre tangente, mais ça fait partie, quand on inscrit le temps dans son plan de communication, ça nous aide à nous souvenir qu'il faut revenir sur ces éléments-là et les inscrire dans un dialogue, qui est aussi la part qui rejoint un autre bout de réponse à M. Chouinard, qui est savoir quelles sont les illustrations les plus parlantes ou quelles sont les explications les plus parlantes post-événement, implique qu'on a les canaux ouverts pour recevoir l'information de qu'est-ce qui vous a manqué comme information ou qu'est-ce qui vous a choqué le plus dans le fait qu'il y a eu une erreur de prévision ou plutôt une erreur d'occurrence. La prévision était juste, mais l'occurrence, pour d'autres raisons, était ailleurs. Donc, est-ce que les forums sont en place pour savoir, soit le public ou les clients, de quelle information ils ont vraiment besoin et est-ce qu'on fait le retour d'expérience, ce que, notamment, Météo France me semble faire particulièrement bien, le retour d'expérience pour savoir, cette incertitude-là, elle a causé quoi dans vos décisions organisationnelles et soit qu'elle en ait le coût
ou quelle est la vulnérabilité qu'elle vous a créée à cause de ça. Donc, de nourrir le retour sur l'expérience davantage, et c'est une excellente façon de confirmer la confiance. OK, merci. Merci. Louise Bussière, ici aussi au service climatique. Ici, j'aurais une petite question et Louise, tu as un peu touché tout à l'heure, je pense. Est-ce qu'en termes de perception de risque, de confiance, est-ce qu'il y a en termes de véhicules médiatiques, est-ce qu'il y a des véhicules qui sont plus, à qui les gens accordent plus leur confiance, mettons, ou qui leur... est-ce qu'ils perçoivent mieux les risques lorsqu'ils entendent quelque chose à la télé ou sur les médias sociaux ou dans le journal? Est-ce que tu as une réponse? Est-ce que vous avez investigué cet aspect? Pas directement dans ceux-ci. Dans d'autres travaux, puis d'après la recension des écrits, voir la personne aide beaucoup. OK. Ça, c'est un facteur important. Et donc, en fait, on a toujours rêvé de faire un petit peu cette expérience-là qui serait relativement simple à faire, les mêmes messages avec et sans photo. Vous savez comment on communique beaucoup de nos jours par courriel. Donc, c'est vrai en météo, mais c'est vrai dans d'autres trucs organisationnels sur lesquels on travaille, que si, dès qu'on a l'impression, quand on a vu une personne, même en image, on a l'impression de la connaître davantage, rapidement, il se développe un effet de familiarité et donc de confiance par la suite. On l'a vu, nous, on a fait des travaux aussi donc en préparation contre ou en réponse à des possibilités de menaces terroristes. Et le fait qu'entre organisations, ils se soient rencontrés une fois suffisait à améliorer la coordination et la collaboration en cas d'incident avéré. Parce que cette expérience-là suffit à aller vers ce point-là pour demander la prochaine information. Donc, ça veut dire que, notamment, avoir plus de formation interprofessionnelle nous semblerait une priorité, y compris dans le terrorisme. Généralement, maintenant, les organisations font des exercices, font des formations, mais ils les font intramuros, à l'intérieur de leur propre organisation, avec du monde de la même sorte. La simple exposition, même une fois à des gens différents ou qui représentent d'autres organismes, semble suffire à augmenter la collaboration. Merci beaucoup, Louis. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Puis vous avez quand même répondu à plusieurs de nos questions. Puis je vais conclure sur ceci. Alors, je vous remercie énormément encore une fois, Dr. Lemire, puis Mme Baudry, pour votre excellente présentation, puis les réponses à toutes nos questions. Alors, merci beaucoup, puis merci à tout le monde. Au revoir.